Mon portefeuille a dépassé les 8 500 euros. Aujourd'hui, on va investir ensemble et en direct un peu moins de 400 euros. Et on va parler de 3 secteurs qui vous permettront de combattre l'inflation. Vidéo super intéressante et super importante pour ceux qui s'intéressent à l'investissement bourse et long terme. Je vous dis à tout de suite après le jingle. Go, bismillah. Salut à tous, c'est Amarache, entrepreneur investisseur en bourse, IMO et crypto. Donc aujourd'hui, on va parler dans le challenge bourse. Pour rappel, challenge que j'organise depuis plusieurs mois, sur lequel tous les mois, j'investis en direct de mon argent propre sur les marchés financiers, sur un compte de Giro, dont je vous mets le lien si vous voulez profiter davantage. On investit sur le long terme, tous les mois, sur la méthode DCA, Dollar Cost Averaging, c'est-à-dire on investit toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, régulièrement, une somme d'argent afin de lisser les risques et de lisser les montants, et en s'intéressant en grande partie à des sociétés qui reversent aussi du dividende pour avoir du rendement et pour avoir des revenus passifs. Avant tout les amis, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter. Je réponds systématiquement. Vous pouvez regarder les vidéos précédentes. Chaque commentaire a eu sa réponse. Donc, les marchés financiers ont connu de fortes turbulences ces dernières semaines. Entre les craintes liées à l'inflation, qui ne sont plus vraiment des craintes, parce que l'inflation est galopante, et même si on estime qu'on va arriver à un pic, c'est juste que d'ici à la fin de l'été, on risque d'arriver à la fin d'une augmentation forte. Vous voyez, quand le ministre dit on commence à voir le début de la fin, le début du bout du tunnel. Ça ne veut rien dire, c'est juste pour dire ça commence à ralentir. Donc on est encore en forte inflation, avec aussi le resserrement monétaire des banques centrales et le risque de récession de plusieurs pays développés. Les taux des banques centrales ont augmenté, les taux d'emprunt des personnes ont augmenté, le taux d'emprunt obligataire des États a très fortement augmenté. Donc tout ceci pousse à un resserrement de l'économie. Donc dans ce contexte, certains secteurs sont plus conseillés que d'autres et peuvent permettre de limiter la casse. Il est donc important, on va dire, d'adapter son portefeuille de valeurs pour minimiser les risques de perte. Donc je fais cette vidéo parce qu'elle est hyper importante, tout en mettant toujours un bémol. Moi, dans la stratégie de ce challenge bourse, on investit tous les mois, on ne se pose pas particulièrement de questions parce qu'on investit pour les 5, 10, 20, voire éternellement sur notre portefeuille. On veut avoir de la rente, du revenu sur le long terme. Alors, je vais vous citer 3 secteurs sur lesquels vous pouvez investir en temps de crise et en temps d'inflation, et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, le secteur des entreprises du pharmaceutique. Donc, parmi les secteurs à privilégier figure notamment celui de la santé. Les valeurs pharmaceutiques sont généralement considérées comme défensives, des valeurs qui font le dos rond et qui résistent aux crises. Donc, c'est-à-dire que leurs performances financières sont peu affectées par l'évolution de la conjoncture économique. En clair, c'est évident de toute façon, les ménages, nous, renieront sur d'autres dépenses moins essentielles avant d'arrêter de se soigner. On va diminuer tous les plaisirs, tous les loisirs, etc. On va commencer à manger plus de pâtes avant de se dire oui, je ne vais pas aller chez le médecin. Logiquement. Et donc les médicaments. Et encore, on peut s'interdire entre guillemets d'aller chez le médecin, mais on prendra quand même les médicaments. Et les pharmaceutiques, ils sont basés là-dessus. J'en ai d'ailleurs en portefeuille. On voit ça juste après. Restez bien avec moi. Deuxième secteur, les matières premières. Donc, dans le cas où l'inflation va demeurer structurellement élevée, le premier réflexe pour les compenser serait de privilégier les actifs réels, et pas la technologie, toutes les startups, etc., où là, elles souffrent parce qu'il n'y a plus d'argent, l'argent est cher, donc il n'y a plus d'argent, donc il n'y a plus de gros investisseurs qui balançaient des milliards en valorisation. Donc, et plus particulièrement les matières premières, étant donné que qu'on s'oriente probablement vers une stagflation, on va être à des niveaux zéro et négatifs, elle aurait encore le vent en poupe, malgré une hausse importante
de ces valeurs les dernières semaines. Même si on ne peut pas ignorer leur aspect spéculatif, elle sera à terme les grands bénéficiaires de la transition écologique. Et oui, ça peut paraître bizarre, mais c'est le cas. Premièrement, les énergies renouvelables nécessitent du cuivre et de l'acier, matière première. Deuxièmement, le développement des véhicules électriques et des batteries qui vont avec font appel à du nickel, du cobalt, du lithium, matière première. Troisièmement, le réchauffement climatique affecte sérieusement les terres cultivables pour l'agriculture, ce qui conduira à une flambée des prix des matières agricoles peu connues du grand public telles que la potasse et le phosphate. Ces deux dernières jouent un rôle primaire dans l'alimentation. Et je pourrais même rajouter un troisième point, c'est que les grosses sociétés qu'on aime haïr, on va citer Total Energy pour rester dans les françaises, si on regarde de plus près, ils investissent, la majorité de leurs investissements sont dans les énergies renouvelables. Alors il y a des milliards qui sont encore dans les forages, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces milliards, ils servent à entretenir les forages qu'ils ont déjà. Ils ne font plus réellement de recherche de nouveaux cycles. Et ils investissent la majorité de leurs bénéfices sur les énergies renouvelables parce qu'ils savent très bien qu'à terme, il y a un risque existentiel. Donc, ils se retournent. C'est purement économique, c'est totalement intéressé, pragmatique, et tant mieux parce que la planète a besoin de ça. Et enfin, troisième domaine, troisième secteur sur lequel il est judicieux d'investir en ces temps de crise, d'inflation, c'est l'immobilier coté. Et plus particulièrement les REITs. C'est donc l'immobilier coté version américaine. Je vous mets une vidéo qui est hyper intéressante sur le sujet des REITs, qui sont les valeurs immobilières cotées aux États-Unis, leur mode de fonctionnement, l'obligation qu'ils ont de reverser les revenus, etc. etc. Pareil, j'en ai en portefeuille, on voit ça juste après. Donc, instinctivement, on s'imagine que les REITs sont les premières à souffrir de la hausse des taux obligataires. Parce que, en effet, la hausse des taux nous laisse à penser une baisse des prix, toutes choses étant égales par ailleurs. Mais dans la pratique, force est de constater que cela ne se vérifie pas totalement. Pour preuve, les REITs américains ont connu régulièrement des performances positives depuis 1972. Même en période de hausse en 2004-2006, 2015-2018, ainsi par déduction, la corrélation entre l'immobilier coté et les taux obligataires est relativement faible sur le long terme. Par son côté tangible, les REITs représentent une excellente alternative contre l'inflation. En outre, les REITs bénéficient de la croissance économique leur permettant de négocier les revenus locatifs à la hausse et bénéficier de la valorisation des biens immobiliers, tout en sachant que la majorité des contrats locatifs sont en partie indexés à l'inflation. Et c'est là où je pense que le vrai intérêt et le vrai secret résident. L'immobilier, par exemple, moi j'ai des appartements, j'ai du commerce, du bureau que je loue. Même si le bien en lui-même perd peut-être de la valeur. Moi j'investis sur le long terme, je veux avoir des rentes, je ne cherche pas à faire sur les biens que j'ai actuellement des opérations de marchand de biens où je vais revendre et il me faudrait une plus-value. Donc dans ce cas, je suis gagnant. Pourquoi? Mon loyer est indexé ou peut être indexé sur l'inflation. C'est-à-dire que quand ça prend 5, 10, 15%, je suis en droit. Alors, il y a des règles en France, on suit le taux de la construction, etc. Mais la dernière fois, alors personnellement, je ne le fais pas, j'ai des étudiants, etc. Je le refais éventuellement entre les changements, mais je ne fais pas ça en cours d'année. J'estime que leur valorisation est assez bonne, qu'ils sont bien loués. Donc, je ne les augmente pas systématiquement. Ceci étant, je crois que la dernière fois, on avait l'autorisation d'augmenter de 3,5% les loyers. Donc c'est assez important. Vous pouvez louer, gagner comme ça des centaines d'euros en plus par mois en fonction de votre patrimoine, bien sûr. Donc on pourrait se dire, ah l'immobilier c'est danger, c'est parce que les gens ne peuvent pas acheter, les taux sont élevés, etc. Non, ceux qui ont déjà un patrimoine, les REITs en particulier qui en ont des dizaines de milliards, ils vont augmenter leur loyer et gagner plus d'argent. Et donc, c'est ce qu'on va voir sur la suite de la vidéo où je vais investir. On va voir ensemble sur quel secteur je vais investir ces quelques 400 euros. Je tourne donc la caméra et on se retrouve tout de suite. Allez, go! On se retrouve sur le portefeuille. Donc, petit point rapide. Total du compte, 8534 euros. 8145 investis, 388,87
à investir. On a une plus-value cumulée de 359 € et une plus-value journalière de 33 €. Dans le portefeuille, la majorité des actions sont dans le vert. On n'a pas de dividendes à venir, mais on va regarder les dividendes passés. Donc sur le mois d'avril, on a eu un gros dividende de BASF de 51 €, à laquelle vous enlevez l'impôt sur le dividende. Et on a eu Cisco. On avait eu aussi plus tôt Rio Tinto ou encore Cardinal Health. Voilà, donc on retourne sur le portefeuille. Donc on avait parlé de 3 secteurs: santé, matières premières, immobilier. Santé sur mon portefeuille, parce que l'idée c'est de garder pour l'instant ces 10 lignes. Premier objectif, avoir 1000 € par ligne, donc un portefeuille à hauteur de 10 000 €. Donc pour l'atteindre, il va falloir que je renforce bien évidemment des lignes. On avait donc pour la santé, on a Cardinal Health, qui a des hôpitaux, etc. aux États-Unis, qui se porte super bien, et Sanofi, la leader française de la santé, mais qui n'est pas dans les 10 premières mondiales, mais qui verse aussi du bon dividende. Voilà les deux qu'on a. Ensuite, sur les matières premières, on a bien évidemment Total, et on a Rio Tinto. Rio Tinto, je vais vous montrer un peu tout ce qu'elle fait, vous allez comprendre le mastodonte. Donc Rio Tinto, qui existe depuis le 19e siècle, elle est dans l'exploration, l'extraction et le traitement des ressources minérales dans le monde entier. Elle propose aluminium, cuivre, diamant, or, borate, dioxyde de titane, sel, minéraux de fer, uranium. Elle possède et exploite des mines à ciel ouvert et souterraines, etc., etc. C'est donc un mastodonte qui, si on voulait faire dans les matières premières, ça serait très intéressant. En termes de dividendes, on voit qu'elle le fait depuis 30 ans. Et la performance, elle a un rendement de 7,73, qui est plutôt bien. Donc, voici pour les matières premières. Et en termes de immobilier, je n'ai entre guillemets que Prologis, qui est le leader mondial en termes d'immobilier. Pareil, on va regarder. Donc voilà, Prologis, une américaine, leader mondial d'immobilier logistique, avec un accent sur les marché à haute barrière et à forte croissance. Elle possède l'équivalent de 91 millions de mètres carrés dans 19 pays. Donc, mastodonte sur De Giro, dont je vous rappelle, il y a un lien sous la vidéo. Quand on regarde les plus grosses sociétés par secteur, que voici, si on va dans immobilier, elle est la première en termes de capitalisation boursière. Donc aujourd'hui, que pensez-vous? Est-ce qu'on va sur l'une, sur l'autre? Mon avis serait de renforcer celle qui a le moins de capitaux investis, à savoir Prologis. Donc on part là-dessus si vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi en commentaire si vous n'auriez pas fait ça et pourquoi. Il serait intéressant d'échanger dessus. Donc là, il n'est pas encore midi en France, le marché de New York n'est donc pas ouvert, donc je vais mettre l'ordre et il passera dans l'après-midi à partir de 15h30. Donc à court limité, donc là elle cotait 125,75 hier, on ne va pas chercher à faire de performance, donc on va mettre 125,76 pour la trouver. À ce prix-là, on va devoir pouvoir en prendre 3. Je valide l'ordre, et voilà, il passera. Il y aura 1 € de frais de courtage avec De Giro. C'est estimatif, mais en général, c'est ça. Je valide. Et l'ordre est placé avec succès. Si les bourses auraient été ouvertes, j'aurais eu déjà un ordre passé directement. Ou plutôt, ils disent ordre exécuté. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette vidéo. Je vous invite à la commenter. N'hésitez pas. Je prends vraiment du plaisir à chaque fois à échanger avec vous en commentaire. Donc n'hésitez pas à le faire. À liker et à partager pour faire grandir cette chaîne si le contenu vous intéresse. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!